La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée fédérale du secteur de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Alors, tout d'abord, bonsoir Mme Leboutillier. Bonsoir Mirko. Tu peux m'appeler Diane, hein? Ah oui, je peux. Bon, oui, on se est-ce que je connaît. peux tutoyer? Oui, on peut se tutoyer, ça va être plus simple. Eh bien, dis-moi donc, Diane, comment ça va? Bien, écoute, ça va bien. Je suis très contente d'être revenue dans le comté. Après les fêtes, là, j'ai été partie pendant une période de mois. Fait que ça fait du bien là, de revenir chez nous. Donc, de retour, on baigne maintenant encore dans l'actualité politique, bien sûr. Oui, oui, toujours. Et justement, parlant d'actualité, on parle beaucoup dans les médias depuis les derniers jours du fameux blocus ferroviaire de nombreuses communautés autochtones du pays, oui, en appui à la nation Wet'suwet'en, qui s'oppose au projet de gazoduc Coatal GasLink en Colombie-Britannique. On sait naturellement qu'au niveau du CN, juste pour avoir un portrait global de l'importance du réseau ferroviaire, c'est 4600 wagons par jour. C'est un peu l'épine dorsale de l'économie canadienne. Le CN a annoncé qu'il allait cesser ses activités de façon progressive dans l'est du Québec. On parle de 400 trains annulés depuis la semaine dernière. Si on parle seulement de valeur de transport de marchandises en ce qui concerne l'exportation, c'est 250 milliards de dollars par année. Donc, c'est très difficile pour le secteur manufacturier. On peut dire que c'est une situation difficile qui demande une grande compréhension des enjeux. Hein? Bien, effectivement, puis le transport ferroviaire, c'est un moyen de transport qui est important pour l'ensemble du Canada. Puis il y a peut-être des gens qui ne pensent pas que dans le comté, ça peut avoir un impact sur nous. Mais oui, ça a un impact quand on regarde l'éolien, les pales d'éoliennes qui sont transportées par rail à partir de New Richmond. Puis on a aussi l'usine de transformation de produits forestiers dans le coin de Nouvelle aussi, qui utilise le rail. Donc, la Gaspésie est touchée par justement l'arrêt du CN et de Via Rail. Les deux compagnies ont décidé de mettre fin à leur activité. Mais puis, tu as raison de le dire, Mirko, c'est un dossier on a le premier ministre qui revient là, qui revient au Canada. Puis, c'est un dossier où c'est important de garder les réseaux de communication ouverts avec les communautés autochtones pour arriver à avoir une solution, puis de pouvoir faire en sorte que l'économie continue là, de se développer chez nous. On constate que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en un simple claquement de doigts. Hein. Il faut vraiment bien comprendre. Premièrement, c'est un projet qui ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais il y a quand même des conseils de banque qui ont accepté le projet. Et on a aussi les chefs héréditaires, eux, qui semblent s'opposer, certains, au projet. Il semble avoir un problème de gouvernance qu'il faut bien saisir pour arriver à une solution qui va être constructive et ne pas créer non plus de contraintes qui pourraient faire en sorte que le blocus perdure. Bien, effectivement, l'objectif n'est pas non plus d'amplifier la situation. C'est vraiment là, de faire en sorte que tous les partis, là, on puisse en arriver là, à une solution qui va permettre au transport ferroviaire, parce qu'on a les agriculteurs, on a l'industrie forestière, on a le transport pétrolier, puis tu l'as mentionné au début, c'est énormément d'argent, mais énormément d'emplois aussi qui sont concernés. Donc, avec le ministre Garneau, puis le premier ministre qui revient, la ministre Caroline Bennett, Marc Miller aussi, qui travaille au niveau des communautés autochtones. On espère en arriver à une entente le plus tôt possible. Et le développement de ce gazéoduc-là est naturellement qui va passer par de l'exploitation pétrolière, oui. Est-ce que c'est facile de concilier avec la vision de protection de l'environnement que le gouvernement essaie de mettre de l'avant, de par aussi cette réalité-là qu'on a du pétrole au Canada, qu'on doit l'exploiter? Comment on peut avoir un équilibre dans cette vision-là? Mais
au départ, notre gouvernement, ce qu'on a toujours dit, c'est que pour nous, le développement économique et l'environnement doivent aller de pair. Et on est dans une période aussi, on est dans une période de transition. On travaille à aller vers justement faire en sorte qu'on ait de moins en moins à utiliser les produits pétroliers et vraiment, puis je vous dirais que même l'industrie travaille aussi dans ce sens-là parce que on retournera, on peut pas retourner en arrière. C'est qu'on avance, puis on doit avancer en protégeant l'environnement. Sauf que on a une période de transition et on pourrait pas arriver demain matin et dire on utilise plus de pétrole. Du tout. C'est parce qu'on a c'est pas vrai que toutes les voitures sont électriques, c'est pas vrai que les bateaux fonctionnent tous à l'électricité, c'est pas vrai que les avions fonctionnent à l'électricité, c'est la pétrochimie, tout ce qui touche le plastique. Donc, il y a du travail qui est à faire, mais tout le monde en est conscient. Puis il y a des actions là qui se prennent et qui vont continuer de se prendre pour faire en sorte, on disait qu'en 2050, on n'ait plus besoin d'utiliser le pétrole. Mais on a la période de transition. Il y a des gens qui voudraient qu'on aille beaucoup plus vite, mais on peut pas aller plus vite pour l'instant. Mais comme je disais, c'est une priorité pour notre gouvernement de pouvoir protéger l'environnement, puis faire notre part aussi pour la planète. Puis moi, j'en suis d'autant plus consciente que s'il y a un secteur pour nous, au niveau d'environnement, pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine, on le voit avec les hivers, des hivers plus doux, on voit avec l'érosion côtière. Fait que c'est important là, pour notre développement. Maintenant, on le sait tous, tranquillement pas vite, on s'en va vers la fameuse période de la réalisation de nos rapports d'impôts, bien sûr. Oui, on est dedans. On se doit tous de le faire. C'est débuté. Donc, il y a quand même des baisses d'impôts importantes qui ont été enregistrées et qui vont être enregistrées cette année au niveau de la classe moyenne. Et vous vouliez en discuter un peu avec nous pour bien nous informer à ce sujet-là. Puis, tu fais bien, Mirko, de parler de la déclaration de revenus. Effectivement, on est en plein dans la période des impôts. Puis pour moi, il y a une chose qui est importante pour les gens, c'est que si tu ne fais pas ta déclaration, tu n'auras pas droit à tes prestations. Fait que pas de déclaration, pas de prestations. Puis c'est important. Les gens peuvent aller vers des comptables, peuvent aller vers des centres avec des bénévoles. Souvent, c'est les centres d'action bénévoles où les gens qui ont des déclarations simples à faire. Et il n'y a pas de frais. Puis il y a aussi tous les préparateurs d'impôts qui font aussi les déclarations. Puis oui, c'est important quand on regarde des programmes comme l'Allocation canadienne aux enfants. On parlait un petit peu en début d'émission, puis on a plus de près de 10 000 enfants en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Et les familles reçoivent en moyenne 530 $ par mois. En moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des familles qui ont plus, des familles qui ont peut-être un peu moins, qui reçoivent cette allocation canadienne aux enfants-là. Et on parle dans le comté, là, pour l'année dernière, près là, de 38 millions de dollars qui sont alloués dans le comté aux familles. Puis, il n'y a pas d'impôt là-dessus. Là. C'est clair dans les poches des gens. Ça fait que les familles peuvent... l'épicerie, le loyer, ça fait qu'il y a des activités des enfants et des... Ça améliore la qualité de vie générale de l'ensemble de la famille. Effectivement, puis c'est de l'argent de plus qui reste, qui est dans le milieu, puis qui est dépensé dans le milieu. On a aussi, quand on est arrivé en 2015, baisse d'impôt pour la classe moyenne, puis ça, on l'a fait, puis on a augmenté l'impôt des plus riches. Puis pendant la dernière campagne électorale, on a dit, écoutez, on va continuer de baisser les impôts pour les gens de la classe moyenne. C'est exactement ce qu'on va faire. Puis ça va permettre. On va continuer, là, ça va se continuer jusqu'en 2023 pour que les gens puissent bénéficier de plusieurs centaines de dollars de plus dans leurs poches, dans les poches des familles, dans les poches des personnes âgées. Fait que ça aussi, on continue de travailler là, dans ce sens-là. Ça fait que c'est important pour nous que les gens, de pouvoir le plus possible faire en sorte qu'on puisse aider les gens par des mesures qui sont concrètes.
Naturellement, ça a un impact direct pour la classe moyenne, pour la qualité de vie des familles, pour les enfants, au niveau de l'allocation familiale. Mais est-ce qu'on doit avoir une inquiétude sur l'augmentation de la dette et puis sur, disons, ce que ça va avoir comme impact sur les générations futures? Parce qu'il y a des gens, veut pas, on axe beaucoup sur le présent et sur l'impact que ça peut avoir sur le développement économique, si je comprends bien. Oui, mais il y a une chose que je peux dire, c'est que nous sommes dans les pays du G7 les mieux situés au niveau de la dette. Puis il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que c'est particulier dans la région quand je rencontre les gens, c'est que les gens me font beaucoup de demandes, attendent beaucoup de leur gouvernement, du gouvernement fédéral, et demandent. Puis à la fin des rencontres, ils me disent, ben là, est-ce que la dette va diminuer? Ben là, je dis, écoutez, là, ça fait... C'est un dilemme. Oui, c'est vraiment un dilemme. Et je peux vous dire qu'on est en bonne situation financière et les investissements qu'on a fait dans le milieu, qu'on a fait dans les programmes d'infrastructure, c'est des investissements qui sont faits à long terme, qui vont aider au développement économique du milieu. Si je regarde chez nous, je regarde le quai à Sainte-Thérèse, le quai de Percé qui est en train de se faire, ce qu'on a investi, on regarde le géoparc à Percé, toute l'économie dans les différents projets qui sont amenés, toute l'économie qui est créée, la création d'emplois autour de ces projets-là. Puis les gens qui travaillent, ils payent dans le temps des impôts. Ça fait que les gens qui travaillent, ils font leur déclaration de revenus. Plus qu'il y a le monde qui travaille, plus l'économie est active. Effectivement. Puis depuis qu'on est en poste, on a plus là, de 1,1 million emplois qui ont été créés sur l'ensemble du Canada, puis tellement qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, Diane, au niveau de la gestion des revenus en tant que tel, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention au niveau du gouvernement. Effectivement, nous autres, là, on est des citoyens, on a géré nos budgets de famille. Hein, puis vraiment, là, c'est important de s'assurer que les argents soient investis. Je dis pas dépenser, parce que pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis quand on regarde aussi ce qu'on investit dans le milieu, puis peut nous amener au niveau des emplois étudiants l'an passé, c'est des investissements qu'on a faits dans le milieu en Gaspésie. On parle de 919 000 $. C'est près d'1 million de dollars. C'est impressionnant. Qui ont été investis auprès de 305 emplois étudiants là, qui ont été créés durant l'été pour donner des expériences de travail à nos étudiants. Première expérience de travail à des jeunes, puis on a changé, on avait modifié les critères, on parlait de 16 à 35 ans. Fait que de pouvoir ramener les gens sur le marché du travail, ça peut être des personnes handicapées, des gens qui ont peut-être des problèmes, différents problèmes de santé, mais c'est près là de 1 million de dollars au niveau des emplois étudiants. Les programmes, ce qu'on a investi l'an passé dans le comté, programme Nouveaux Horizons. C'est quoi le programme Nouveaux Horizons déjà? Nouveaux Horizons, c'est des programmes qui sont alloués à des organismes qui sont des organismes communautaires. On peut parler des clubs d'âge d'or, Légion canadienne, Cercle des fermières. Puis justement, cette semaine, j'ai contacté différents organismes dans le milieu qui bénéficient là, des programmes Nouveaux Horizons. Mais l'an passé, c'est 500 000 $ qui ont été investis auprès d'organismes pour améliorer les cuisines, améliorer les salles de bain, améliorer les locaux, parce que ces endroits-là sont des endroits de vie qui sont puis c'est très actif pour la communauté. Donc, ces programmes-là sont importants. Puis ça aussi, c'est de l'investissement dans nos salles communautaires pour aider nos aînés, la population. Vraiment, là, ça améliore la qualité de vie. Et ça aussi, ça fait rouler l'économie. Tout à fait. Et souvent, c'est sous-estimé, l'impact de l'économie sociale. L'ensemble, on est vraiment une communauté au Québec, et j'imagine même à la grandeur du Canada, où les organismes ont vraiment un impact direct dans le milieu. Et ce sont des organismes qui sont gérés souvent par des conseils d'administration, dont ils sont souvent extrêmement bien connectés sur la réalité du milieu. Donc, effectivement, un programme comme ça, c'est génial. Très connectés puis ce sont des bénévoles. Ça fait que moi, je leur lève mon chapeau là, de prendre
le temps de remplir les formulaires puis d'avoir à cœur l'intérêt de leur communauté. Puis ces argents-là, le 500 000 $ qui a été donné l'an passé, bien, les gens vont acheter dans les quincailleries. Il y a des travailleurs, les gens de la construction qui travaillent là pour... fait que ce sont des... C'est pour ça que je parle d'investissement. C'est l'argent roule pour le bien-être des communautés. Puis à chaque année, le nombre de demandes augmente. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas satisfaire à tout le monde. C'est pour ça que je dis, il faut établir des priorités. Mais ce qu'on s'assure, c'est vraiment de bien investir les argents que les payeurs de taxes, puis les gens qui font leurs impôts, parce que ce sont ces argents-là qu'on réinvestit dans ces organismes-là par la suite. Qui souvent se concrétisent par des services directs à la population, souvent la population la plus démunie d'ailleurs. Oui, oui, oui. Les personnes âgées, en terminant, Diane, ne sont pas laissées de côté. On parle au niveau des revenus de supplément garantis pour les personnes âgées qui n'ont que la retraite de base, qui n'ont pas malheureusement réussi à bénéficier soit de régime de retraite ou d'avoir réussi à se mettre de côté des REER ou les syndicats. Ces personnes-là, ils ont réellement besoin de ce revenu de supplément garanti. Puis lorsqu'on est arrivé en 2015, on a amélioré le supplément du revenu garanti, puis on l'a annoncé lors de la dernière campagne électorale qu'on allait de nouveau améliorer le programme de supplément du revenu garanti, qu'on allait améliorer auprès des personnes de 75 ans et plus, et qu'on allait aussi au niveau des veufs et des veuves, qu'on allait améliorer, aider à améliorer la situation financière. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Non. Mais pour moi, ce sont des pas dans la bonne direction. Puis il faut continuer de travailler pour faire en sorte que nos gens aient de plus en plus là, une meilleure qualité de vie. Bien, Madame Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. On est très heureux d'avoir ce contact privilégié-là avec vous. Bien, ça me fait plaisir à moi aussi, puis on va se revoir le mois prochain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée.